Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Épisode exceptionnel de Code Source, c'est rarement le cas, mais nous avons des invités aujourd'hui, invités prestigieux, la chanteuse Camille et le compositeur Clément Ducol, son compagnon. Ils ont tous les deux signé la bande originale du film musical de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Ils rentrent de Los Angeles où ils ont remporté le 2 mars l'Oscar de la meilleure chanson originale pour El Mal. Ils avaient déjà reçu un César et un Golden Globe. Camille et Clément Ducol reviennent sur leur parcours et sur l'aventure Emilia Pérez, un entretien mené avec Emmanuel Marolles, le chef du service culture du Parisien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir tous les deux dans Code Source. D'abord, comment vous vous sentez aujourd'hui de retour en France avec cet Oscar ? Moi, j'ai quand même la joie au cœur. Oui, moi aussi, je me sens joyeux. Ouais. Très joyeux. Très festif, très envie de partage. Et une fierté aussi. Une pression qui retombe aussi, j'imagine ? Oui, ça tombe très très vite. C'est tombé même le soir des Oscars. Tout de suite après, j'ai senti une sorte de descente. J'ai amorcé une descente assez intense. Camille, vous chantez Emilia, 6 titres piano-voix disponibles sur toutes les plateformes. Avec vous, Clément Ducol au piano. On va y revenir, mais d'abord, dans ce podcast, on va revenir sur votre parcours à tous les deux. Parcours qui vous a amené à cet Oscar. Et avec nous, il y a Emmanuel Marolles qui dirige le service culture du Parisien et qui vous suit, Camille, depuis 20 ans, depuis votre album Le Fil. Emmanuel, rappelez-nous pourquoi cet album, Le Fil, a autant marqué les esprits. C'était un disque totalement audacieux, libre, comme on en avait rarement entendu à l'époque. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. On avait l'impression que, avec Le Fil, Camille réinventait complètement la chanson, qu'elle cassait complètement des codes qu'on pouvait connaître de la chanson française ou de la variété française. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Il y avait quelque chose de très libre, c'était un album pour moi en liberté véritablement, et imprudent. Je dis imprudent parce que j'ai un souvenir particulier de cet album au moment d'un prix qui s'appelait le prix Constantin, que Camille a eu à l'époque. J'étais dans le jury, composé de journalistes. Le prix Constantin récompensait un album d'un ou d'une jeune artiste. Et le président du jury, c'était Alain Bachung. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, Camille. Et en fait, il y a eu des discussions pendant le jury, il y avait quelques albums comme ça qui ressortaient, dont Le Fil, et je me souviens très bien qu'Alain Bachung a complètement plié le match, si on peut dire, dans les discussions. Il a dit, pour moi, il y a un album de toute façon qui forcément doit avoir le prix, c'est Le Fil de Camille, parce que c'est un disque imprudent, et dans la musique, il faut être imprudent. Je sais pas si t'as eu vent de ça à l'époque, Camille. J'ai pas eu vent de ce mot que je trouve très très joli, très bien trouvé. Je cultive l'inconscience, l'innocence. L'imprudence, ça veut dire qu'on sait qu'il y a des dangers. Et je crois que moi, j'aime bien me dire, j'y vais sans penser aux dangers. Mais je trouve ça très très beau. Ça me parle, imprudence. J'ai tort de retenir tout sous les draps. J'ai tort de retenir, j'ai tort de pas venir. J'ai tort de retenir sous ce sparadrap. J'ai tort de retenir. C'est un disque presque expérimental parce qu'il y a une note qui reste tout au long du disque, un si, et pourtant il s'est vendu à, je crois, 400 000 ou 500 000 exemplaires. C'est fou comme succès. Oui, d'ailleurs, cette note tenue, je crois que c'était ça ma sécurité. C'est comme le fil sur lequel tu fais de l'acrobatie, de l'équilibrisme. Et donc, dans l'imprudence, il faut toujours s'assurer un filet à soi-même, en fait. Se l'inventer, ce filet, cet endroit où on revient et autour duquel on joue. C'était très instinctif aussi comme disque. C'est qu'il y avait beaucoup de travail sur la voix, sur les voix. Il y avait peu d'instruments. Je sais pas comment tu percevais ça, l'accueil qui a été dithyrambique pour le disque à l'époque. Je percevais ça comme un écho dans le monde. Pour moi, ce disque, c'était un manifeste de mon être au monde. Comment j'entends la musique, comment je l'interprète. Ça m'a donné l'impression, enfin, c'est pas une impression, le sentiment d'exister au monde, donc de naître au monde. Comment est-ce que vous aviez commencé à chanter au tout départ ? Instinctivement. Je crois que j'ai toujours aimé la sensation des sons dans la bouche, dans le corps,
Voilà, jouer avec ça. Et puis j'ai tout de suite aimé les rythmes et chanter, danser très petite. J'ai des souvenirs très très anciens. Donc j'ai une voix de soprano et quand j'étais petite, je me souviens, j'aimais bien jouer dans les hauteurs. C'est quoi cette lumière juste au-dessus de moi? C'est quoi? C'est quoi cette lumière là par-dessus les toits? Clément Ducol, vous êtes un enfant de la balle, votre papa était compositeur, vous avez une formation de musique classique. Racontez-nous, vous, comment est né votre amour de la musique? Moi, comme vous l'avez dit, j'étais sur les genoux de mon père, qui était compositeur de musique contemporaine et professeur au CNSM de Paris. En fait, moi, quand j'étais petit, comme ma sœur faisait aussi de la musique et ma mère est musicienne aussi, je pensais naïvement que le monde entier était musicien. Je pensais vraiment que tout le monde faisait de la musique. C'était la norme, c'était normal. Et j'ai cru ça très longtemps. Jusqu'à à peu près mes 11 ans, je pense. C'est en observant le boulanger dans ma rue, que j'aimais beaucoup, et qui un jour m'a dit « Mais moi, je sais pas faire de musique, toi, tu sais faire des instruments, moi, je sais pas. » Je dis « Ah bon, mais comment c'est possible ?» Là, j'ai compris qu'il y avait des gens qui faisaient d'autres métiers, ou en tout cas qui ne savaient pas forcément faire de musique. Et j'ai dit ça à ma mère, à cet âge-là, elle était très inquiète. Elle m'a dit « Non, mais si tu veux, tu peux faire d'autres choses. » Je fais « Non, mais j'ai juste compris que moi, je suis musicien, en fait. C'est-à-dire que c'est à cet âge-là que j'ai réalisé que moi, j'étais un petit musicien et que ça devait être mon rôle dans cette société. Camille, Clément Ducol, vous travaillez ensemble et vous vivez ensemble. Vous avez 2 enfants, un garçon, Marius, né en 2010, et une fille, Lila, née en 2013. Oui. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. C'était pendant un casting, c'est ça? Un casting? Une audition. Une audition. J'ai orchestré... ma rencontre avec Clément. Non, ça c'est une vision rétrospective. Là, c'était une audition pour ma tournée Music Hall. C'était ma 3e tournée et je cherchais des body percussionists, des personnes pratiquant les percussions corporelles. D'accord. et qui puissent faire des percussions corporelles et chanter en même temps. Et du coup, quand vous avez auditionné Clément Ducol, vous avez flashé sur lui tout de suite ou j'ai constaté son talent. Il ne s'agissait pas de coup de foudre amoureux à cette époque. C'était un coup de foudre musical. Je me suis dit, waouh, c'est la personne que je cherche pour ce rôle sur scène. Et du coup, à quel moment ça a basculé ensuite? Clément Ducol. Moi, j'ai fait toute la fin de la tournée, mais j'étais très professionnel. À aucun moment, j'ai montré quoi que ce soit. C'était quand même ma patronne, quoi. Il était derrière moi sur scène où je ne pouvais pas voir. Non. Et puis, quand même, la dernière date, c'était à Sydney, au Sydney Festival. Et je me suis juste dit, bon, c'est la dernière fois que je la vois, potentiellement. Donc, je vais au moins lui partager tout le bonheur que j'ai ressenti à être à ses côtés pendant ces quelques mois, quoi. Vous étiez déjà amoureux? Oui, en creux, quoi. C'est-à-dire que... C'est-à-dire Non, mais en creux, dans la mesure où je pouvais pas l'assumer. Je pouvais pas complètement l'assumer. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je vais au moins lui partager le bonheur que j'ai eu avec elle, à ses côtés, musicalement. C'est ce que j'ai réussi à exprimer à la fin du dernier concert. On était sur une plage à Bronte Beach à Sydney avec toute l'équipe. C'est là que les choses ont tourné, à mon avantage. Et au sien peut-être aussi. I didn't get it from the Lord, but I know I got it, I know I got it. I didn't get it from the Lord, I got it from my brother. Emmanuel Marolles, vous avez vu Clément Ducol sur scène avec Camille à ce moment-là, donc pendant cette tournée Music Hall, c'était en 2008 et c'était en Angleterre. Le fait que cet album soit avant tout en anglais avait permis à Camille d'aller faire une tournée internationale et dans des pays anglo-saxons. Et effectivement, ce qui m'avait vachement frappé à l'époque, et j'en avais parlé avec des journalistes anglais, c'est que souvent les artistes français qui vont jouer à l'étranger, il y a beaucoup d'expatriés, enfin je sais pas comment vous le ressentiez dans la salle, mais il y avait beaucoup d'anglais aussi qui étaient là, et essentiellement des anglais qui avaient lu des papiers sur l'album, sur Camille, et sur le fait que cette chanteuse française avait arrivé avec quelque chose certes en anglais, mais de très très singulier que les anglo-saxons ne savaient pas faire. Et donc le concert était très très spectaculaire et toute la tournée a été comme ça. Beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on avait vu sur la tournée du Fil. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui était avant tout composé de musiciens comme Clément, c'est-à-dire qui faisaient des percussions corporelles, qui se tapaient sur le corps, le torse, qui tapaient avec les pieds, qui multipliaient les chœurs. Derrière Camille, il y avait un piano, si je me souviens bien. Je me disais, qu'est-ce que ça va donner sur les grandes scènes de festival. Et je me souviens d'un concert absolument dingue au Vieilles Charrues,
l'été suivant, où là c'était devant 60 000 personnes, et le côté très épuré de la formation sur scène, c'est-à-dire très peu d'instruments et avant tout des voix et des percussions corporelles, c'est-à-dire la puissance physique de la musique, là résonnait de manière hallucinante en plein air comme ça devant un très très gros public. Je sais pas comment vous l'avez vécu tout ça, ces moments très différents, c'est-à-dire à la fois des théâtres et en même temps des scènes de festivals totalement immenses. Ouais, moi c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est cette variété. Des théâtres plus grands, des clubs, et puis des grands festivals, avec un public qui me connaît, un public qui me connaît pas, avec ce challenge, et puis à ciel ouvert, parfois en plein jour, donc pas du tout dans une salle obscure. C'est physique, quoi. Moi, j'adore ça, j'ai l'impression d'être navigatrice. Clément Ducol, vous êtes compositeur, arrangeur, orchestrateur. Vous travaillez avec de nombreux artistes, donc comme Camille, bien sûr, mais aussi Vianney, Vincent Delerme, Alain Souchon. La liste est vraiment très longue. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la musique, c'est quoi votre travail quand vous êtes sur un album ? Il y a une image que j'aime bien, c'est peut-être l'accoucheur, celui qui aide l'artiste dans sa création intime, qui l'aide à se séparer d'une certaine manière de son œuvre, pour la partager avec le monde. C'est un endroit très intime, c'est un endroit où on est face à quelqu'un qui est en pleine création, et donc il faut être là à la fois pour l'aider musicalement, donc exister quand même à travers ça, en tant qu'arrangeur, donc apporter des touches de couleur, mais savoir suffisamment s'effacer pour, en tout cas avoir un ego suffisamment présent, mais en même temps pas trop, pour que cette œuvre soit la plus belle possible, qu'elle nous dépasse un peu, et aider le créateur à s'en défaire, à la partager. Concrètement, ça varie. Par exemple, Camille, elle fait des choses beaucoup dans son dictaphone. Donc des fois, il y a une voix seule, des fois, il y a une voix avec un petit piano. Ça part de là. Voilà. Comme vous le voyez, quelque chose de très harmonieux. Et là, tu te dis, il y a du boulot. Et là, je me dis, bon, voilà. Ça dépend. Ça peut être des choses très brutes. Et moi, souvent, j'aime bien parce qu'on parle de quelque chose de très brut et on va façonner comme une petite maison à partir de ça, en se disant, tiens, on va tâtonner. Et puis parfois, au contraire, il y a des artistes qui arrivent avec des choses très construites, très écrites, très blindées, parce qu'il y a aussi une peur de perdre le contrôle. Et donc là, mon travail va être plutôt l'inverse, d'essayer de découdre un peu pour être plus dans quelque chose d'ouvert. Moi, ce que j'aime, c'est l'expérimentation. Et là-dessus, on se retrouve beaucoup avec Camille. Je sens que tous les deux, on est explorateurs du son, explorateurs dans la vie, globalement. On aime l'aventure, on aime les choses nouvelles, quoi. Et quand vous travaillez ensemble, comment ça se passe ? Si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, qui a le dernier mot ? On vient de territoires très différents, musicalement. Moi, je suis bourré de théorie, si je puis dire. Et Camille est une musicienne d'instinct. On apprend beaucoup l'un l'autre. Moi, je suis sorti du conservatoire avec une volonté de désapprendre, ou en tout cas de mettre ma théorie au service de quelque chose qui est plus de l'ordre émotionnel, vraiment d'aller chercher au fond de moi pourquoi je fais tout ça maintenant, pourquoi j'ai tout ce bagage, à quoi il va servir, à raconter une histoire, à raconter des émotions, à raconter ce que je ressens. Et Camille est vraiment vous en parliez tout à l'heure sur le fil et sur le terme imprudence. L'imprudence. Ouais. Moi, j'étais bourré de prudence. Quand on est bourré de théorie, on a plein de prudence. Et donc, Camille, elle m'a vraiment aidé à déconstruire complètement les codes et à me rendre compte qu'à travers tout ça, il y avait un champ de possibles extraordinaire, quoi. Manitas del Monte, tenemos un cartel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? On en vient à l'aventure Emilia Pérez. Au départ, Clément Ducol, c'est vous, en novembre 2019, qui recevez un SMS pour ce travail, composer la musique du prochain film de Jacques Audiard, qui va s'appeler Emilia Pérez. L'histoire d'une avocate qui aide un baron de la drogue à changer de genre, à une sorte de polar musical inclassable. Et Clément Ducol, très vite, vous avez associé Camille à ce travail. Comment ça s'est passé, vraiment le tout départ ? Oui, effectivement, donc au début, j'ai reçu ce SMS de Jacques Audiard. Et le SMS, c'était « Bonjour, je m'appelle Jacques Audiard, je suis réalisateur de films. Je m'apprête à faire... J'ai fait un traitement que j'aimerais fabriquer en opéra ou en comédie musicale. Est-ce que ça peut vous intéresser ? Si c'est le cas, prenons un café. » Traitement, donc une trentaine de pages qui raconte l'histoire, quoi. Une sorte de petite nouvelle. Voilà. Je prends un café. Et ce qui est très agréable avec Jacques Audiard, c'est que pas une seconde, il me demande ce que j'ai fait avant, il me demande à écouter des choses. On se parle, on parle d'opéra. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal d'opéra quand j'étais jeune, parce que je chantais quand j'étais jeune.
Et très vite, il me dit, bon allez, on va dîner avec Thomas Bidguin, son co-scénariste. Et puis petit à petit, ils me disent, mais nous, on sait pas écrire des textes de chansons. Par contre, on sait écrire des scénarios, mais on n'a pas envie de musicaliser le scénario. On a plutôt envie que les chansons racontent le récit. Et, que ce soit imbriqué, quoi. Que tout soit imbriqué, tissé, quoi. Et donc, là-dessus, il me dit, qui est-ce qu'on pourrait trouver comme auteur de chansons ? Et moi, j'ai quand même glissé le nom de Camille. Jacques et Thomas connaissaient le travail de Camille. Ils se sont rencontrés et très vite, ça a marché. Et de fil en aiguille, Camille n'est pas devenue que l'auteur des textes, mais évidemment, on a composé ensemble, elle a composé des chansons de son côté, et tout s'est imbriqué comme ça très vite. Alors, on a déjà raconté dans Code Source les coulisses de la création d'Emilia Pérez. On a déjà fait 2 épisodes sur Emilia Pérez. La musique, les chansons ont donc été écrites, composées dès le début de l'écriture du scénario, donc main dans la main avec Jacques Audiard et donc son co-scénariste Thomas Bidguin. Camille, il y a eu une version audio du film avant même les images, donc avec uniquement votre voix, où vous avez chanté donc toutes les chansons et joué tous les dialogues. C'était quoi cette version audio ? Jacques nous a raconté que pour son film Les Olympiades, il avait filé le film au théâtre avec ses comédiens. Il aurait aimé faire la même chose avec Emilia Pérez. Mais je crois qu'à l'époque, on n'avait pas encore le casting, et puis le casting était international, c'était trop ambitieux. Ne serait-ce que pour des raisons de planning, de rassembler tout le monde. Et du coup, il est venu avec cette idée de faire un film audio. Donc on a enregistré les dialogues. Donc j'ai fait plusieurs personnages avec plusieurs voix, la voix de l'enfant, la voix de Jessie, la voix d'Emilia avec une espèce d'effet étrange sur la voix, un peu lynchien, et puis Rita. Et du coup, ce document existe et on l'a réécouté récemment et c'est assez charmant et ça a permis à Jacques de visualiser le film dans son entier, d'entendre le rythme du film. Parce que c'est l'un de ses soucis principaux, c'est que vraiment, il parle souvent du côté cardiaque, du rythme du film, que la musique devait soutenir le battement de cœur du film, et qu'on veut pas de flottement, et que les chansons servent aussi à faire une plongée dans les émotions des personnages qui seraient peut-être plus lourdes en dialogue, ou donner des informations qui seraient plus lourdes sous forme de dialogue. Donc voilà, ce document audio, ce film audio, il nous a aidé à comprendre comment la musique s'imbriquait avec les dialogues et comment on pouvait améliorer cela. Je crois que Zoé m'en a parlé assez récemment, qu'elle avait écouté ce document quand Jacques l'avait... Zoé Saldana, la comédienne. Zoé Saldana, la comédienne, quand il l'avait rencontrée, approchée. Et il l'a monté comme un film. Il a voulu vraiment avoir ce document pour après pouvoir couper dedans, mettre des scènes avant les autres, comme s'il avait... Ça faisait comme s'il était en montage. 1h30, à peu près, 1h50. Et après, vous vous êtes adapté aux comédiennes quand elles ont chanté les chansons, donc les comédiennes Carla Sofia Gascon qui interprètent Emilia Pérez et les 2 grandes stars Zoé Saldana et Selena Gomez, et vous êtes adapté à leurs accents, c'est ça, le scénario a été adapté à leurs accents? Alors, leur tessiture de voix, déjà. Donc, on a adapté, harmonisé différemment certaines mélodies ou changé les tonalités. Zoé Saldana est portoricaine. Elle peut se balader dans les accents hispaniques, mais on avait envie de garder cette authenticité qui convenait au personnage, puisque le personnage est un personnage de femme qui est victime de sexisme, de racisme. Et il y a une vraie immigration portoricaine au Mexique, donc on a gardé son accent. Cuando ya no sea prieta, ¿por qué me llamó? ¿Por qué yo? ¿Por qué en el puesto de periódicos? ¿Por qué me llamó? ¿Por qué yo? ¿Por qué en el puesto de periódicos? No tengo nada que perder. No tienes nada que perder. Tengo todo que ganar. Tienes todo que ganar. Pour ce qui est de Selena Gomez, on a décidé de garder son caractère mexicain-américain, parce que Selena est de papa mexicain et de mère américaine. Et donc, on a décidé d'aller dans ce sens-là, voilà, et c'est vrai que ça allait bien au personnage aussi. Carla Sofia Gascon, par contre, elle est madrilène, très caractérisée dans son accent, mais comme elle a vécu, je crois, 10 ou 15 ans au Mexique, elle fait très bien l'accent. Mais par contre, avec son dentier dans le personnage de Manitas, chargé des sh, très madrilène, donc on a dû refaire tous les S. Ça a pris 2 jours, Jacques était ravi. Cuando nos casamos, te di los collares, me dijiste Cállate. que un día tú
fuiste uno, pero sé que se lo diste a Juanita para que te perdonara. Et vous avez écrit en espagnol. Voilà, j'ai écrit en espagnol. Vous étiez vraiment très à l'aise en anglais, moins en espagnol. Enfin, vous avez appris l'espagnol à l'école et dans vos études. Vous avez fait Sciences Po, etc. Mais c'était pas forcément évident, j'imagine, d'écrire des paroles en espagnol quand c'est pas sa langue natale. Quand j'ai compris que le film était en espagnol, je l'ai pas vu du tout comme un obstacle, mais comme quelque chose de jubilatoire. Parce que je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir explorer un nouveau continent de son. Donc, moi, j'avais fait espagnol jusqu'au bac, à vrai dire. Mais j'ai l'oreille musicale et voilà, cette curiosité. Et donc, je me suis lancée. Et ce que j'ai demandé à Jacques, c'est d'avoir toujours un consultant linguistique. Je pouvais toujours poser mes questions. Donc, ça n'a pas été des traductions. J'ai pas écrit en français pour traduire ensuite les chansons en espagnol, parce que ça n'avait pas de sens. J'étais tout de suite dans la musicalité de la langue, le rythme de la langue, les accents de la langue, les toniques, les accents toniques. Et puis, mais toujours avec ce regard... Voilà, linguistique, précis. Chaque chanson a été beaucoup travaillée, retravaillée. Je pense à la chanson El Mal, qui va vous permettre de gagner l'Oscar. Au départ, c'est une version plus électro, c'est ça ? Alors, il y a eu au moins 6 chansons différentes pour El Mal. Au début, comme c'est une scène très difficile où elle est face à ce public corrompu, c'était très dur, le texte est très dur. C'était difficile, on a essayé plein de choses. La première, je me souviens, c'était assez lyrique, c'était assez mélodique. On essayait de planer au-dessus de cette espèce de fange humaine. Et après, il y a eu Bob Dylan. À un moment, la référence de Jacques, c'était un peu Bob Dylan, donc un truc plus verbeux, plus folk. Après, il y a eu... Sympathy for the Devil. Oui, alors il y a eu ça, bien sûr. Voilà. Il y a eu ça aussi. Il y a eu ça, et puis je sais plus comment, on a fait au moins 6 versions de chansons. Et puis finalement, on a abouti à ça, cette espèce de rock opéra râpé un peu étrange. Mais effectivement, avant le tournage, il y avait un côté plus électro, qui rendait la chanson peut-être un peu plus chaude ou un peu plus chaloupée. Et ça, c'est Jacques qui, après le tournage, est arrivé en studio, il a écouté, il est fort de l'interprétation de Zoé Saldana. Il a dit, non mais là, il me faut de la transpiration, il me faut de la poussière, il faut un truc beaucoup plus rock, quoi. Et donc, on a fait venir nos musiciens et on a tout refait en groupe rock, quoi, complètement trivial et en live dans le studio. C'était assez jouissif. Ce film, la première fois qu'il est montré, c'est au Festival de Cannes 2024, où il va recevoir le prix du jury et un prix d'interprétation féminine collectif. Comment est-ce que vous avez vécu donc cette première projection à Cannes ? Très émouvant, parce que nous, on l'a vu et revu pendant des mois, ce film. Presque trop ? On presque... en a marre au bout d'un moment ? Ouais, au bout d'un moment, on a besoin de le lâcher, quoi. C'est quand même une grosse équipe, surtout sur les comédies musicales. Il y a beaucoup de gens au son, beaucoup de gens à la musique. Et chacun, dans notre genre, on voulait donner le meilleur pour cette œuvre, et parfois avec des regards différents. Donc il y a des moments de tension et des moments de crispation, mais parce qu'on veut tous le mieux, mais avec chacun notre interprétation. Et ce qui était très beau à Cannes, c'est la première fois qu'on le voyait dans une salle assis avec un public, et puis avec quasiment toute l'équipe du film. Ça, c'était assez émouvant de sentir que ça y est, on avait mis au monde une petite enfant, une œuvre qui s'envolait, qui avait sa vie propre, qui était au-dessus de nous, qui nous dépassait et qu'on pouvait plus contrôler. Ouais, moi, j'étais exsangue. J'étais encore dans le travail, quoi. J'avais du mal à sortir de ce regard de travail. Encore à Cannes, je regardais des trucs, des détails. Et on savait très bien qu'on avait poussé à bout tous les curseurs et qu'en fait, le résultat était, c'est étrange de dire ça, mais un compromis entre tous nos perfectionnismes, en fait, de toute l'équipe de la monteuse, du son, de Jacques, de notre envie à tous de donner le mieux à ce film. Un tournage, j'imagine que c'est beaucoup de talent, effectivement, beaucoup de gens perfectionnistes. Du coup, ça doit être très dur à gérer au quotidien, ça. Ah, mais c'est la foire. Hein. C'est la foire d'empoigne, un tournage. Enfin, moi, le tournage de là, j'ai halluciné, le tournage d'Emilia Pérez. C'est les charretiers, quoi. Il faut jouer des coudes, hein, vraiment. Faut se faire sa place. Ouais. C'est des équipes tellement énormes, c'est normal. Tout le monde prêche pour sa paroisse. Il y a, je sais pas, sur la scène d'ouverture, il y avait 200 personnes sur le plateau. Ouais. C'était énorme, des figurants partout, des danseurs. Donc, moi, naïvement, je pensais que les infos
allait nous arriver. Donc j'attendais. En fait, il faut être proactif tout le temps, il faut aller chercher l'info. Quel genre d'info il faut chercher? On gérait par exemple sur la scène d'ouverture tous les figurants. Il y avait plein de figurants et plein de danseurs. Et il fallait qu'on les voie sur leurs lèvres chanter les chœurs. Et ils changeaient de plan tout le temps. Et ça, on ne nous le dit pas forcément. Donc, il y a un moment, quand ils sont en gros plan sur un étal, parce que c'est dans un marché, sur un étal de quelqu'un qui plie des chemises, il faut que cette personne soit capable de faire les chœurs en question. Donc, il faut aller vite chercher l'info de quel moment ils vont capturer dans la chanson pour dire à ce monsieur, attention, il va falloir que vous chantiez telle phrase, ou en tout cas que vous fassiez le mouvement de bouche, et parce qu'ils vont filmer ce cadre-là. Et ça, par exemple, ces infos-là, si on va pas les chercher, on les a pas. Il faut veiller à ce que les comédiennes chantent parfaitement en playback et en même temps qu'on ait une prise live qui se tienne. On est obligé de bousculer, en fait, même le réalisateur parfois, qui peut être pas content sur le moment, et puis après dire que on avait tort, ou que finalement on avait raison, et que voilà. Donc c'est vraiment pas évident. Faut bousculer les hiérarchies aussi parfois. Oui, parce que c'est une comédie musicale aussi. Enfin, c'est un film musical, donc il y a quand même la réalisation, le metteur en scène est quand même contraint par le tempo d'une chanson, la structure d'une chanson. Parfois, même si aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses, on peut éditer beaucoup de choses même sur place sur le tournage, mais il est quand même pris dans ce carcan-là. C'est assez intéressant parce qu'il y a des allers-retours permanents, c'est une œuvre dans l'œuvre, donc il y a des allers-retours entre la musique et la mise en scène. Une tension et une collaboration entre les deux. Mais ça veut dire que c'était quelque part une réalisation à 3, si on peut dire, c'est-à-dire que Jacques Audiard vous a pas dit, bon, voilà, la musique c'est fait, maintenant, vous êtes gentil, mais c'est moi qui ai les commandes. Il a complètement les commandes, mais nous étions sur le tournage. Pour donner notre, comme tout le monde, comme tous les corps de métier, notre point de vue, et puis pour réagir si nécessaire. Netflix a racheté les droits et a choisi de diffuser Emilia Pérez et a mis le paquet pour en faire la promotion. Et là, aux États-Unis, c'est le début d'une campagne qui ressemble à une campagne électorale pour essayer de décrocher des Oscars. Netflix met de gros moyens financiers. Vous, Camille, Clément Ducol, vous faites le choix d'aller vivre à Los Angeles avec vos 2 enfants, 5 ou 6 mois, le temps de mener cette campagne, y compris pour des raisons environnementales, pour éviter les allers-retours en avion. À quoi ça ressemble une campagne comme ça? Vous devez faire quoi concrètement? Faut faire quoi? Il faut être ce que j'ai pu éviter de faire jusqu'à aujourd'hui, c'était être en représentation permanente. Ouais, ça consiste c'est des projections, beaucoup. Parce que les votants, c'est quelques centaines de professionnels du milieu, c'est ça qu'il faut convaincre, séduire. 11 000 votants pour les Oscars. Et c'est il y a un vrai protocole. Jusqu'aux nominations, il s'agit pour nous, musiciens, de séduire, entre guillemets, les votants de notre branche musique. Parce qu'il n'y a que la branche musique qui vote pour les musiciens, jusqu'aux nominations. Après les nominations, il reste à peu près 1 mois, c'est le dernier round de vote. Et là, c'est ouvert à toutes les autres branches. Donc là, il faut aller rencontrer des comédiens, des metteurs en scène, etc. Donc en gros, c'est des projections suivies souvent de Q&A modérées par un journaliste, suivies de réceptions, des cocktails, des dîners, le but étant de rencontrer un maximum de votants. On est pris par la main par un ou plusieurs publicistes, des attachés de presse, et par l'équipe de Netflix, dont c'est le métier à plein temps. 6 mois sur une campagne, 6 mois sur la préparation de la suivante. Et est-ce que ça vous a plu de faire ça? En gros, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés de ce genre de moment? Est-ce qu'on rencontre des gens formidables, des gens moins formidables? Les mauvais côtés, c'est qu'on fait pas beaucoup de musique. Ouais. Moi, je crois que j'ai jamais passé autant de temps sans faire de musique. Vraiment, de toute ma vie, je crois. On a passé 5 mois à quasiment pas faire de musique, pas faire notre métier. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on justement on a fait autre chose et parler de ce qu'on fait, avec parfois une manière un peu ludique, c'est très intéressant. C'est comme on parle depuis toujours et parfois on oublie comment on a fait pour apprendre à parler. Là, on est obligé de raconter aux gens comment on a fait pour écrire notre musique, alors que nous, c'est instinctif. Donc ça, c'est super intéressant. Ouais. Et évidemment, plein de belles rencontres, parce qu'on rencontre beaucoup de musiciens, beaucoup de nos pairs. On rencontre une autre culture aussi, une autre manière de faire. C'est une belle parabole. Et puis le cinéma, le moment du partage, il est dans ces moments-là, dans ces rencontres avec le public et avec nos pairs. C'est-à-dire qu'il y a un partage d'expériences, de compétences. Pour le coup, c'est pas de la compétition. Là, c'est vraiment de la rencontre et de la curiosité, un vrai enthousiasme. C'est très, très, très épanouissant. Les messages, si on peut dire, que vous essayez de faire passer à ce moment-là, c'est quoi? À part voter pour nous, évidemment, ça j'imagine, mais au-delà de ça, c'était quoi le plus important pour vous? Le plus important, j'ai l'impression que c'est d'être complètement nous-mêmes, ce qui demande un certain travail, parce qu'il faut vraiment essayer de leur montrer qui on est, et pourquoi on a fait cette œuvre, pourquoi elle nous a porté.
C'est pas si facile d'être authentique alors qu'on est en campagne, justement. Faut se relâcher un peu, quoi. En fait, c'est très difficile pour moi, c'est très difficile de pas être authentique. Ce qui est plutôt difficile, c'est le rythme de coureur de fond. Cette présence à autant d'événements, de rencontres, de célébrations, de prix, très codifiés, très protocolaires. Moi, j'ai fait beaucoup de repassages. Des choses que j'ai jamais fait avant pour me préparer aux événements, préparer des discours. On se faisait rire des fois à se répéter. Mais c'est une très belle aventure parce qu'on était avec l'équipe, on était avec le cast. Donc, il y a quelque chose d'ordre du collectif qui se passe. Donc, voilà, je trouve que la difficulté, c'est plutôt cette endurance qu'il faut avoir. Et après, c'est de la présence. C'est juste être soi et se présenter tel qu'on est. Et après, il y a quelque chose de très américain, peut-être, qui est que moi, je vis comme de deux manières. Il y a le surcontrôle. Il y a un contrôle de tout ce qu'on va dire, du temps. C'est carrément, des fois, on avait, dans les interviews, on avait un timer devant nous qui défilait et il fallait vraiment que ça dure 5 minutes, quoi. Donc, il y a ce surcontrôle qui... Du temps de discours aussi. C'est 45 secondes. Qui est assez nouveau pour nous, en tout cas, et qui offrait un cadre, en fait, je dois dire, assez agréable. Parce que on a un super cadre, donc au milieu de ce cadre... à nous d'être créatifs et d'être nous-mêmes et tout. On a envie d'être spontané, de parler des choses dont on a envie de parler. Et Clément Ducol, vous, jusqu'ici, vous étiez plus dans l'ombre des artistes avec lesquels vous travaillez. Ça vous a fait quoi d'être plus dans la lumière cette fois-ci ? C'est difficile pour moi. C'est difficile. Mais comme je disais tout à l'heure, ça m'oblige, moi, à raconter justement des métiers qui sont un peu plus dans l'ombre. Comme vous dites, il faut accepter ce moment de lumière. Faut pas s'excuser d'être là, quoi. Pour moi, c'est un travail, mais... Puis c'était en anglais aussi. Et c'était en anglais. Pendant cette campagne pour les Oscars, il y a eu les incendies qui ont frappé Los Angeles. Il y a eu aussi l'élection de Donald Trump le 5 novembre. Comment est-ce que vous vivez cette période à ce moment-là ? Je m'étais fait un scénario que Kamala Harris allait être élue et que c'était en phase avec Emilia Pérez, etc. Et en fait, c'était très difficile l'élection de Trump. Déjà parce qu'on ne pouvait pas parler de politique, parce qu'on venait d'arriver. Aux États-Unis, il n'y a pas une culture des dîners, de parler à bâton rompu jusqu'à pas d'heure après avoir dîné ensemble. Il n'y a pas cette culture comme ici de la discussion politique. Ça m'a vraiment manqué. Et puis on a rencontré des Français un peu après les élections. On a pu commencer à parler et puis on en a parlé aussi à des Américains. Ça, c'était vraiment dur. Je me suis sentie vraiment seule et c'était anxiogène. Et puis, Los Angeles est pas du tout une terre pro-Trump. Donc, après, on a surtout fait l'expérience du milieu artistique qui s'oppose. Voilà, il n'y a eu pas un seul prix sans un mot cinglant. On a senti une vraie envie de résister. Puis, au bout d'un moment, moi, j'ai senti énormément de tristesse et de détresse parce que ça commence à être concret, quoi. La politique fasciste du gouvernement américain, j'ai senti, moi, personnellement, l'inquiétude monter quand même, la détresse, la compassion. Et voilà, on est de retour en France et on est toujours très inquiet, quoi. Et les feux qui nous rappellent que la Californie, Los Angeles, c'est une sorte de grand mirage, en fait. C'est parce qu'en fait, tout ça est construit sur une énorme faille. Et donc, c'est d'une fragilité folle, en fait. Alors que c'est là qu'il y a la tech maintenant, il y a l'industrie du cinéma qui est énormissime, la musique. Moi, j'ai halluciné de la dimension de l'industrie là-bas, du cinéma. Et puis tout d'un coup, il y a un feu qui ravage tout, quoi. Et en fait, on se rend compte à quel point tout ça peut disparaître en très peu de temps. Le 5 janvier, c'est les Golden Globes à Los Angeles. Les Golden Globes qu'on présente souvent comme l'antichambre des Oscars. Emilia Pérez triomphe avec 4 récompenses, dont meilleur film étranger. Vous recevez tous les deux le Golden Globe de la meilleure chanson. Après ça, fin janvier, des anciens tweets de l'actrice Carla Sofia Gascon sont retrouvés par une journaliste canadienne. Des tweets racistes, islamophobes, où vous désolidarisez d'elle, mais vous continuez à vous investir à fond dans cette campagne. Pourquoi ? Vous y croyez encore à ce moment-là ? Pour tout le travail qu'on avait accompli sur ce film et pour cette œuvre qu'on aime encore et qu'on aimait. Donc évidemment, tout ce qu'elle a pu dire est totalement inexcusable et ça a été une déception profonde, une trahison. Voilà. On était très concernés pour Jacques aussi. Voilà, et toute l'équipe en fait.
pour tout le travail que ça représente. Voilà, quand il se passe quelque chose comme ça, voilà. Mais on n'arrête pas un cheval au galop, et nous, on était lancés, quoi. Rien on a été très soutenus par Netflix, voilà. et ils nous d'autres ont gens rassurés aussi. qui nous disaient bon, la musique, voilà. On peut sauver la musique. Voilà, ouais, voilà. on peut sauver la musique. Mais vous êtes dit le film est cuit pour les Oscars. Alors, c'est pas nous, mais il y a des gens qui nous ont dit tout de suite. Ils nous ont dit c'est plié, voilà. Non, on rigole pas du tout avec ça là-bas. Voilà. Donc nous, on était un peu consternés et attristés. Et on voulait pas trop y croire quand même. Mais en tout cas, on restait aussi concentrés sur notre campagne en se disant c'est le mieux qu'on puisse faire pour le reste de l'équipe. On en arrive au jour J, le dimanche 2 mars à Los Angeles. And the Oscar goes to El Mal. Vous recevez l'Oscar de la meilleure chanson originale pour El Mal, Oscar remis par Mick Jagger des Rolling Stones. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Quand j'ai vu que c'était Mick Jagger, là... Elle a pleuré. Elle a pleuré. C'est comme quand j'ai vu qu'il y avait Elton John aux Golden Globes. Là, j'étais dans un état d'émotion. Voilà, c'est des grands monsieur, quoi. Et Mick Jagger... Voilà, donc... oui, donc revoir Jagger... Voilà, Jagger, me dire, ça se trouve, on va avoir un Oscar avec lui. Et j'ai fait une espèce d'ascenseur émotionnel. J'aurais voulu pleurer. Et je me suis dit, non, tu restes concentré. Voilà. Si tu montes sur scène, il faut quand même... voilà, il y a peu de temps et puis il y a beaucoup d'enjeux. C'est important de remercier, d'être présent et pas complètement retourner chamboulé, quoi. Clément Ducol, vous avez perdu votre père en janvier 2024. Bruno Ducol, qui était donc compositeur, comme vous, comme on le disait au début. Camille, vous aussi, vous avez perdu votre père. C'était il y a plus longtemps, en 2012. Votre père, Hervé Dalmé, qui a publié son premier disque, un album de blues à titre posthume, grâce à vous et à vos proches. Votre frère musicien également, sous le pseudonyme de H. Bassam. J'imagine, je pose d'abord la question à vous, Clément, que vous avez pensé à votre père après cette récompense ? Oui, bien sûr, il est mort pendant la dernière phase de travail d'Emilia Pérez. Donc, malheureusement, il n'a pas vu la naissance d'Emilia Pérez, mais de son vivant, il m'a donné beaucoup de force créative. Et à sa mort, il m'a donné aussi une énorme force pour rester actif dans ce film. C'était très très long, très compliqué. Et puis pour toute cette campagne Oscar, toutes ces récompenses, les Césars et tout ça, j'ai beaucoup pensé à lui parce que j'osais croire qu'il était pas très loin, quoi. Mon papa, il y a une chanson pour lui dans le film, pour tous les papas. Donc c'est un peu mon parrain, mon parrain dans ce film. Il est toujours présent dans tout ce que je fais. Et on pense très fort à notre héritage, à notre généalogie dans ces moments-là. Et on remercie d'être là. Et c'est aussi un présent pour tous ceux qui nous ont donné la vie. Et puis, on a dédié cet Oscar à nos enfants, Marius et Lila, parce qu'ils ont été ce qui a donné tout notre ancrage émotionnel pendant tout ce travail. Comment ils ont vécu ça, vos enfants, justement, cette aventure américaine ? Ils ont aimé Los Angeles. Ça les a amusés ou effectivement vous étiez très pris par la campagne ? Oui, mais on était ensemble avec eux au même endroit parce qu'on sait qu'on se déplace beaucoup pour notre profession. Souvent on les prend avec nous, comme là c'était le cas, mais des fois aussi on est absent. Et là on a travaillé à deux sur ce film pendant longtemps et du coup parfois on était quand même absent géographiquement. Donc là c'était l'occasion d'être en famille pendant plusieurs mois dans notre petite maison à Venise et on a adoré, quoi. Et puis bon, c'est des emplois du temps qui restent gérables. Quand on est sur place, vous avez des Q&A, question and answers, les interviews le soir, des interviews parfois par Zoom ou des journalistes qui viennent. Mais je veux dire, c'est pas... c'est gérable. Il faut être présent sur la durée, mais on a quand même du temps pour soi. Bon, les Américains bossent beaucoup le dimanche. Bon, on peut juste s'y habituer. Samedi, dimanche, ça n'existe pas forcément. Mais il y a des jours pour soi. Et donc voilà, on avait un quotidien quand même avec nos enfants. Et c'est une ville, à partir du moment où on a un peu d'argent, parce qu'il faut toujours de l'argent dans cette ville, on peut faire plein de choses. Et c'est très accueillant et les enfants ont adoré. When I party, when I switch, when I act. On le disait au début du podcast, vous venez de publier, de mettre en ligne 6 chansons issues de tout ce travail. Ça s'appelle Camille Sings Emilia, certaines des musiques du film, donc avec seulement votre voix, Camille, et on entend votre piano, on vous entend au piano, Clément Ducol. Vous parlez de cadeaux que vous offrez à votre public.
Oui, c'est un cadeau que je me fais à moi aussi et que je fais à mon public. Parce que c'est des chansons qui racontent à la fois l'origine de ce film et son aboutissement, parce que je les ai enregistrées juste avant les Oscars. On était tous les deux à la fois épuisés et puis et riches de toutes ces rencontres. Et je crois qu'il y a une naissance qui se donne, une naissance et une essence qui se donne dans ces chansons. Je crois que c'est un luxe aujourd'hui, et oui, c'est un cadeau de pouvoir écouter des chansons dans leur nudité, dans leur simplicité. Et après toutes ces années où on a façonné ces chansons, on les a transformées, on les a habillées, là on peut les déshabiller totalement, elles sont complètement à l'os. Moi ça me touche toujours d'entendre dans leur forme la plus simple les chansons. Je trouve que c'est comme ça que ça me touche le plus, un guitare-voix, un piano-voix. Et ce qui est beau, c'est d'avoir vécu tout ça avant et de les amener maintenant sur le territoire le plus simple. Clément Ducol, vous, ces chansons, vous les préférez comme ça, finalement ? Je crois que je les préfère comme ça. Et Camille aussi. Moi, ce que j'aime, c'est chanter. Donc, c'est le plaisir ultime, c'est d'être à cet endroit. Papa, 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 papa. Vous ne voulez pas la quitter, cette Emilia, finalement, en faisant celle qui nous quittera ces jamais. 6 titres, pour prolonger encore un peu l'histoire, alors qu'on a le sentiment que la page s'est tournée avec les Oscars. Prolonger ou conclure. Et puis je pense que c'est un document important parce que peut-être on le souhaite, que Emilia aura une postérité après le film. C'était le souhait de Jacques d'en faire un opéra. Aujourd'hui, il est question peut-être que ça devienne un Broadway ou un opéra. On espère que plein de chanteurs vont s'en emparer, et je pense que c'est important qu'il y ait un témoignage de comment nous interprétons ces chansons. Emilia, de toute façon, nous habite maintenant à vie. Mais j'ai l'impression qu'il faut aussi tourner la page pour qu'on reste dans l'amour d'Emilia. Et comme on disait au départ, notre vie d'artiste, c'est une sorte de fil en fait. Et ces fils, ils vont construire un grand canevas. Mais il faut passer à autre chose. Papa, hueles como papa, 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 hueles como papa. Merci beaucoup Camille, Clément Ducol, merci à vous Emmanuel Marolles. Camille Sings Emilia, c'est disponible sur les plateformes. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, épisode produit par Clara Grosis, Pénélope Gualquierotti et Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffanjon. Olía a cigarro cuando nos abrazó la última vez, la última vez. La última vez, la última vez, papá, papá.